cadre du programme Fulbright dans l'Indiana. Quelle était ton expérience à USI en tant que bénéficiaire du programme Fulbright? Et là, je profite encore dire merci non seulement aux différents acteurs du programme Fulbright, mais également à l'université et à la communauté d'accueil. Parce que pour être franc, j'ai eu une expérience que je ne sais pas si je peux encore avoir la même expérience ailleurs. Bon, en tout cas, on a eu la chance de rentrer nouveau dans un système et trouver un staff du Bureau de l'éducation internationale qui était très engagé à faire en sorte que chacun ait une expérience voilà, inoubliable. Donc à USI, quand on est arrivé, voilà, on avait un bureau, Maman Heidi, on va profiter, lui dire coucou. Donc tout le staff était vraiment disponible à s'assurer qu'on a tout ce qu'on a besoin pour pouvoir être à l'aise et se concentrer pour les études. Donc, commençons par le programme Fulbright. Là, vous avez quelqu'un qui n'a jamais bénéficié d'une bourse. Tu viens aux États-Unis, il y a des gens qui ont contribué de leurs taxes pour payer toute ta scolarité, s'assurer que tu as le minimum pour survivre. Et sur le campus, tu as des gens qui se sont donnés pour mission de toujours, en tout cas, te donner des opportunités académiques et sociales. On a eu pas mal d'engagement avec la communauté de Evansville. On a eu pas mal de voyages dans des grandes institutions américaines. Je pense qu'on a été à Indiana au niveau du Parlement. Donc, on n'a pas vraiment été à un moment où on ne sait pas ce qu'on fait. Parce des gens qui étaient toujours prêts à nous orienter et c'est peut-être l'occasion de dire vraiment merci à toutes ces personnes. Par exemple, pour l'étude académique, ce que j'ai trouvé de nouveau ici est qu'il y a les cours obligatoires et il y a ces options où on te permet de choisir les cours dans d'autres départements en fonction de ton projet après études. Et ça m'a vraiment épaté. Parce que du coup, en plus de l'enseignement, j'ai dit dans mon projet d'études que pour pouvoir créer un centre de développement professionnel, on n'a pas uniquement besoin de connaissances en matière d'enseignement, on a aussi besoin d'expérience en termes de gestion des ressources humaines, question de communication, question de planification. Donc, j'ai partagé encore mes objectifs avec le chargé du programme de mon département. Et elle m'a dit, mais c'est toi qui conçois ton programme d'études. C'est-à-dire, nous, on a des cours fondamentaux, mais en plus des cours fondamentaux, c'est toi maintenant qui choisis en fait tout ce qui peut être utile après le programme. Et donc, avec ça, ben, j'ai dit, d'accord, j'ai besoin de cours en public administration. Et j'ai pris... en mobilisation des ressources avec Trent Engberts, yeah. J'ai pris cours avec elle, j'ai pris cours avec, je ne me rappelle plus les noms des professeurs du département de communication. Et ironiquement, quand j'ai fini le programme, le premier poste que j'ai eu, c'était en communication et mobilisation des ressources. Ouais. Ah oui, ouais. Ce qui est intéressant dans le système éducatif américain, c'est cette flexibilité-là. C'est-à-dire, ils ne sont pas carrés. On va pas te dire que voilà, tu es étudiant en anglais, tu ne peux prendre que des cours en anglais. On ne va pas te permettre de prendre des cours en sociologie. Et ici aux États-Unis, c'est que les gens sont vraiment très très flexibles. Tu peux venir voilà comme étudiant de langue et tu prends des cours d'administration publique, de mobilisation de ressources qui peuvent être utiles, comme dans ton exemple. Mais je voudrais qu'on reparte un peu en arrière pour parler de ta sélection au niveau du Fulbright. Quand tu postulais, est-ce que tu avais déjà une idée du nombre de candidats au Burkina Faso qui ont également postulé pour le programme-là et combien ont été recrutés au finish pour participer au programme ici aux États-Unis? Je n'ai pas une idée nette, mais je pense que la candidature en soi, c'est toujours les plus de 100, 200, 300. Hein. Bon, ouais. Dans mon cas
personnel, on était autour de 350, 360. C'est ce qu'on nous a dit quand on est arrivé pour le TELP. Et au finish, on était trois à être sélectionnés pour participer au programme. Moi-même, Zongo. Et puis, il y avait Hubert aussi. Coucou à eux s'ils nous suivent en ce moment. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu disais? C'est exactement la même chose parce que j'ai découvert les nombres importants de postulants parce que Mhm. quand je suis revenu du programme, j'ai participé une ou deux fois au processus de sélection des futurs bénéficiaires et j'ai vu Mhm. que l'intérêt est vraiment là, sauf que voilà, ceux qui sont shortlistés ne sont pas assez nommés. Effectivement, en notre temps, on était trois. Mhm. Moi, et Donat Yanogo, qui Mhm. est médecin. Et donc, vous voyez qu'un médecin, mais il a battu tous les anglophones pour être... Ah oui, et dans mon cas également, j'étais le seul qui avait un background en anglais. Ouais. Cyril Zongo est économiste, il est venu pour un MBA, Mhm. voilà. Et Hubert, lui, il est informaticien, il travaille au niveau il était déjà fonctionnaire quand il venait aussi, il était au niveau des postes. Et Ouais. ces gens-là ont pu bien battre des gens qui avaient des maîtrises en anglais. Donc, c'est pour vous dire encore que c'est bien possible. On n'a Ouais. pas forcément besoin de passer par le département d'études anglophones pour bénéficier de ces genres d'opportunités-là. Et on profite d'ailleurs dire que quelqu'un qui ne fait pas l'anglais, qui n'est pas un étudiant au département d'études anglophones, mais qui investit à améliorer son anglais, a beaucoup plus de chances d'études ici que celui qui n'a que la langue. Parce que, Mhm. enfin, la langue, on a besoin de contenu. Et le plus souvent, l'étudiant au département d'anglophone, si ce n'est pas quelqu'un qui est actif en matière de volontariat, si ce n'est pas quelqu'un qui est engagé dans la communauté, la possibilité qu'il puisse battre un scientifique qui, en plus de la science, maîtrise l'anglais est très faible. Donc, ce qui veut Yeah. dire que ceux qui font les études dans d'autres filières et qui voudraient étudier ici aux États-Unis, l'anglais vous donne beaucoup plus de chances, surtout pour les bourses. Parce que les universités ont aussi besoin d'apporter de nouvelles expériences sur le campus pour permettre à leurs étudiants d'apprendre de ce qui se passe ailleurs. Parce que la réalité est que l'Amérique ne peut pas envoyer tous ses citoyens voir ce qui se passe dans le monde pour pouvoir prendre ça en compte dans la conception de leur propre vision du monde. Et à travers ces programmes d'échange, on arrive à amener des gens qui ont des expériences, des gens qui ont peut-être une façon de penser et qui vont contribuer à travers les débats académiques à aussi éduquer certains de leurs camarades américains sur les réalités hors Amérique. Donc, du coup, si vous êtes dans un ingénieur ou bien un étudiant en agriculture ouais, et que vous avez le profil, préparez-vous en anglais. Voilà, préparez-vous vous en anglais et quand vous allez participer à ce processus des bourses-là, vous avez en tout cas déjà un score qui peut être un score profil plus élevé que celui qui vient avec uniquement la langue. Et il Mhm. faut dire à ceux qui sont en anglais que avoir l'anglais, on dit l'anglais va vous ouvrir au monde, mais avoir l'anglais seul sans contenu, ça ne va même pas vous ouvrir le village. Très bien dit. Oui. Avoir l'anglais sans contenu, ça ne vous ouvrira pas même le village. All right. Donc, tu arrives aux États-Unis, comme on l'a dit, dans l'Indiana, tu fais tes études, tu obtiens ton master et tu décides de rentrer au pays, donc, après ton master. D'abord, il faut dire que après le master, tu avais l'opportunité de rester aux États-Unis et puis de travailler entre-temps. Est-ce que tu as resté, tu as pris avantage de cette opportunité-là? Tu as travaillé aux États-Unis avant de rentrer ou bien tu es rentré directement aux États-Unis après les études, au Burkina Faso après les études? Oui, avant même la fin des études, c'est comme, et on va pas arrêter d'inviter les jeunes à s'intéresser au volontariat. Parce que c'est comme je l'ai dit, il faut avoir l'objectif. Et quand l'objectif est là, on ne peut pas manquer de moyens pour pouvoir l'atteindre. Donc, du coup, dans mon programme, il y a un volet social. Donc, à partir de USI, j'ai participé à une session où on a invité les acteurs des OSC et ONG qui étaient dans la ville
à venir parler de ce qu'ils font. Et dans ça, il y a The Ark of Evansville, qui est une organisation à but non lucratif, qui est venue présenter ce qu'ils font pour les personnes handicapées ou les personnes qui ont en fait différents types d'handicap et le besoin de formation du personnel qu'ils ont là-bas pour pouvoir en tout cas enseigner et atteindre en tout cas les objectifs de ces personnes. Donc quand ils ont présenté tout ce qu'ils faisaient, mais moi j'ai approché la directrice qui était là pour lui dire ce que vous faites, je serais intéressé de venir apprendre et voir par exemple quel est le service que vous offrez à ces personnes handicapées parce qu'on sait qu'au Burkina, voilà, le service n'est pas assez développé en tant que tel. Et si je dois investir dans l'éducation, il faut que j'ai au moins un œil aussi en termes d'inclusion des personnes qui vivent avec un handicap. Donc, je vais apprendre de ce que vous faites pour voir en quoi ça peut être utile pour le Burkina. Et ils m'ont dit, d'accord, il n'y a pas de souci, tu viens pour un stage. Je suis allé faire le stage. Après le stage, ils m'ont dit, si tu es intéressé, on te donne un contrat, voilà, un contrat après les études. J'ai dit, je suis très intéressé. Ah oui, qui va dire non à ce genre d'opportunité? Et donc, après ça voilà, j'ai eu le contrat pour travailler 1 an. Et durant le processus, j'ai réfléchi à mon projet et je vois qu'au Burkina, quelqu'un qui vient avec un master et qui veut ouvrir une école ou bien un centre de formation des professeurs d'anglais ou bien des professeurs qui ont licence, c'est sûr qu'on va dire que mon profil n'est pas, voilà, n'est pas à la hauteur. Donc, à partir non, il faut le doctorat. Et c'est c'est 1 an de travail que j'ai postulé pour USI et également pour Illinois State University. Et j'étais admis dans les deux. J'avais aussi postulé pour l'université de Koudougou. Je n'ai pas été admis à Koudougou, mais j'étais admis dans les deux. Et donc, l'université de Koudougou a refusé de t'admettre dans leur programme de doctorat et par contre, aux États-Unis, tu es admis dans 2 universités pour faire le doctorat. Exact. En fait, à l'université de Koudougou, quand je suis rentré en juillet et qu'ils ont lancé l'ouverture, j'ai monté le dossier et c'est à la veille même, j'ai pris ma moto, roulé de Ouaga à Koudougou, déposé, mais après, bon, je n'ai pas été sélectionné, mais j'étais admis dans les deux, donc j'ai dit, bon, il faut aller. Wow. OK. Ouais, donc tu travailles aux États-Unis après l'obtention de ton master et après tu décides de rentrer au Burkina Faso tout en ayant des admissions aussi pour poursuivre le doctorat. Donc tu rentres au Burkina, tu rentres. Comme je le disais dans l'introduction, tu as un parcours assez exceptionnel et très très inspirant. J'ai jugé qu'il était bon de partager ton expérience avec ceux qui nous suivent là. Nous sommes déjà à plus d'1 heure et demie de conversation et il y a beaucoup de sujets encore à couvrir. Restez avec nous. Comme je le disais, M. Sommet a un parcours exceptionnel et il a un parcours très inspirant et on apprend beaucoup de lui. Voilà. Donc, tu rentres au Burkina Faso. Qu'est-ce que tu fais après ton programme de master avant de revenir pour ton programme de doctorat dont nous aurons l'occasion d'en parler également? Oui, quand je suis rentré au Burkina, avant de rentrer, j'avais postulé pour ce poste de chargé de communication et mobilisation de ressources dans une ONG. Je travaillais en tant que voilà, communicant et donc je rédigeais aussi, contribuais à la rédaction des demandes de soutien et également interagissais avec les partenaires plutôt de la structure. Donc, c'était vraiment ça le principal poste. Mais en plus de ça, j'avais repris avec l'enseignement puisque je donnais des cours dans les universités et instituts privés. Et donc, j'ai combiné les deux. Et en plus de ça, maintenant, je faisais toujours mon interprétation en freelance. Et donc, tout ça, en tout cas, j'ai repris avec toutes mes activités tout en continuant à réfléchir au retour. Le hic est que quand je suis revenu en 2019, donc 2020, je devais commencer les cours. Je devais commencer les cours à Illinois State University. Donc, ce que j'ai fait, comme il y avait COVID-19 et les programmes, on offrait les programmes en ligne. Donc, à partir du Burkina,
je faisais le travail dans l'ONG, j'enseignais, je faisais l'interprétation, mais aussi je prenais les cours en ligne de 2020 à 2021. 2022, ils ont ramené tout sur le campus et je n'étais pas prêt pour revenir aux États-Unis. Donc, j'avais demandé à suspendre 2022 pour pouvoir en tout cas me concentrer et faire une petite économie pour la famille parce que je ne voulais pas venir avec la famille. Donc, j'ai fait cette petite économie en 2022 et puis 2023, je suis revenu pour terminer le programme. Donc, c'est pour dire que quand je suis retourné, j'avais vraiment repris l'objectif que j'ai promis à Fulbright, qui est que on ne me forme pas pour l'éducation et au retour, j'abandonne l'éducation parce que j'ai eu un travail lucratif en entreprise. Et c'est là qu'on a créé le Dream Center for Young Leaders. On a créé ça en 2021 avec pour mission de créer des opportunités de formation et également de volontariat et même, disons, des stages pour les étudiants qui finissent souvent et ont un CV résumé à peut-être de 1900 à 1800. On a fait CP1. 1800, 1000, on a fait CE2. Bon, moi, j'ai dit, on va créer une opportunité pour ceux qui veulent. Donc, si vous voulez une expérience dans votre CV, nous, on cherche des structures qui ont besoin de profils, on vous place volontariat. Si la structure décide de vous donner du carburant, tant mieux. Mais après, au moins, vous avez une expérience que vous pouvez mettre sur votre CV. Donc, on a lancé ça et je suis très, très ravi d'avoir engagé plusieurs jeunes comme formateurs pour des programmes. Moi-même, je conçois les programmes et ils exécutent. Et en 2022, j'ai recruté, je pense, 5 jeunes qui ont la licence et certains avaient juste fini la deuxième année. Je les ai formés en pédagogie. Et le Dream Center a eu une consultation avec une université privée pour les préparations d'étudiants de première année pour des programmes bilingues. Donc, on a eu un contrat et Dream a signé le contrat avec ces étudiants. Ils sont allés. Moi-même, je conçois tout du programme jusqu'à la présentation PowerPoint. Et on a une réunion virtuelle. Ils vont me présenter comment ils vont animer le cours. Et si c'est le lendemain, ils partent dispenser le cours et après, on leur donne des attestations comme des consultants qui ont animé des formations. Wow. Non, comme ton engagement communautaire est très, très inspirant. Je pense que c'est cet engagement-là qui t'a permis d'avoir beaucoup d'opportunités, des opportunités de participation au programme tel que le YALI, Young African Leaders Initiative, une initiative du président Barack Obama, aussi l'opportunité de participer au programme Fulbright. Maintenant, après ton retour du Burkina Faso aux États-Unis pour ton programme de doctorat, est-ce que tu as bénéficié d'accompagnement financier au niveau de ton université actuelle et comment tu t'y es pris pour obtenir ce soutien-là, s'il y en a? C'est comme je l'ai dit encore au début, on ne commence pas un projet en pensant à l'argent ou en pensant à la disponibilité des ressources financières. Il faut d'abord l'idée. Si l'idée est claire, on réfléchit à maintenant qu'est-ce qu'on a en termes de ressources financières ou qu'est-ce qu'on a en termes de ressources convertibles en finance ou en ressources financières. Et donc, du coup, après l'admission, j'ai contacté mon département pour dire voici mon profil, voici ce que j'ai eu à faire de par le passé et voici mes objectifs après les études. Je serai intéressé à des postes d'assistance qui pourraient, en plus de la formation académique, me préparer aussi à l'après-études. Et donc, j'ai échangé sur les possibilités d'assistance disponibles à l'université et ou bien les possibilités de bourse disponibles à l'université. Et ils m'ont dit à son temps, ben, l'université n'a vraiment pas de bourse pour des étudiants internationaux, mais le département offre des programmes d'assistance qui permet de couvrir, disons, la scolarité et de donner également l'argent de poche pour les besoins quotidiens. Et ils m'ont envoyé le lien pour me dire, voilà, il faut postuler, voici ce qu'on a besoin pour postuler. Eh bien, après, et ça, c'est après admission. Donc, quand je postulais, je ne me demandais pas
ah, les tontons du village, là, n'aident pas les gens, les Burkinabés est méchant, on ne veut pas donner de l'argent. Non, j'ai dit non. Il faut d'abord avoir la mission sur base de tes convictions. Et à partir de là, tu peux maintenant explorer les possibilités de financement. Donc, avec ça, avec l'assistance que j'ai eue, ça couvrait une très grande partie de mes charges par semestre. Et le stipend qu'on me donne, c'est-à-dire je sais pas, des retombées, comment on dit stipend en anglais, je ne sais pas en tout cas. On va appeler ça peut-être pas des pourboires, mais le Donc, pécule, c'est le pécule. pécule, voilà. Donc, Ouais. avec ce pécule, maintenant, j'arrive à payer les frais liés à mon logement, mes déplacements et tout. Et donc, depuis que je suis venu, il n'y a jamais eu de semestre où je n'ai pas un poste d'assistant. Voilà. Et donc, et chaque semestre, il faut postuler. Et comme je l'ai dit, il faut se préparer et il faut avoir des objectifs. Et une fois qu'on a les objectifs là, au lieu, c'est très facile de dire que les gens sont méchants. C'est très, très facile de dire et d'arrêter tout en disant tout simplement, voilà, je suis comme ça parce que les gens sont méchants. Mais non, je viens de publier aujourd'hui sur Facebook pour dire le premier combat qu'on doit mener là, c'est un combat du jeu comme moi, mon, ma et mes. C'est-à-dire, voilà, moi, ma situation là, il faut combattre. C'est-à-dire, vu ma situation, je ne peux pas le faire. Il faut que je combatte ça. Mais ils ne sont pas riches, il faut combattre ça. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, mon, ma, et tu ajoutes là, il faut que ton jet à le combattre parce que c'est ça qui est le premier ennemi en réalité. Parce que tant qu'on n'a pas initié, on ne peut pas savoir si on peut gagner ou pas. Ouais, ouais, ouais. Donc finalement, tu obtiens la bourse, l'accompagnement financier au niveau de ton université actuelle pour poursuivre ton programme de doctorat. Alors, quelles sont tes ambitions après le doctorat? Je sais que tu as déjà commencé beaucoup d'initiatives. Il y a le drill que tu gères déjà depuis le Burkina Faso. Tu enseignes actuellement à l'université aux États-Unis. Tu es assistant de recherche et tout. Après le doctorat, qu'est-ce que tu comptes faire? Le doctorat, après le doctorat, la première des choses, c'est intégrer le monde universitaire. C'est-à-dire, actuellement, j'explore déjà au Burkina Faso les opportunités de recrutement et tout mon grand rêve là, c'est d'arriver à intégrer l'université de Koudougou où on fait la formation des enseignants. À défaut, c'est-à-dire si d'ici août, je n'ai pas de vision claire là-bas, je serai obligé de prendre, peut-être chercher également ici la possibilité d'intégrer le monde universitaire pour les 1 an après mon programme, puisqu'on a aussi cette possibilité de OPT. Donc, continuer l'enseignement en plein temps dans une université pour peut-être faire l'économie intellectuelle et également l'économie financière pour revenir et maintenant peut-être lancer mes activités de formation. Parce que si je rentre, en fait, c'est comme je l'ai dit, actuellement, je ne crains pas le retour au Burkina parce que j'ai suffisamment de ressources intellectuelles convertibles en ressources financières. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude à ce niveau. Et au passage, j'ai lancé la construction d'un centre voilà, communautaire, un centre qui à la fois va faire en fait la connexion du village à la ville et également la connexion de la ville au village. On appelle ici le Outreach Center. Et avec ce Outreach Center, mon objectif c'est quoi? On sait qu'à l'université dans les universités du Burkina, on a pas mal de mémoires de recherche qui ont porté sur des questions sociales et qui ont abouti à des recherches très, très intéressantes, enfin des résultats très intéressants. Et ces résultats sont généralement sanctionnés par des mentions très bien. Ce qui veut dire que si on dit que la thèse, les résultats sont très, très bien, ça dit que ces résultats doivent pouvoir changer quelque chose dans la société. Donc, avec le Outreach Center que je suis en train de construire au village, l'idée, c'est de pouvoir traduire enfin, je serai un rat des bibliothèques des universités au Burkina et je vais engager des jeunes pour ça. On prend les mémoires de master ou de licence qui portent sur des questions de transformation ou d'innovation sociale. Là. On les transforme en projets et on part donc les proposer aux gens du village. Par exemple, un mémoire sur l'agriculture,
on doit pouvoir explorer les résultats pour pouvoir former les agriculteurs sur comment changer peut-être leur pratique agricole. Donc, j'ai déjà ce centre-là qui a un bâtiment de plus de 200 places on a construit. J'ai déjà, disons, trois bureaux. Et puis, voilà, j'ai d'autres constructions là-dessus. J'ai commencé à recruter un jeune qui a démarré l'élevage de volailles là-bas. Ça veut dire, au lieu de dire aux gens, allez-y faire l'élevage, j'engage quelqu'un qui est mon employé, qui fait l'élevage. Vous venez, ouais. Voilà ce qu'on fait, voilà ce que vous pouvez gagner dans l'élevage et je vous donne la connaissance et la technologie pour pouvoir le faire. Puis si moi-même je le fais, ça sert d'exemple. C'est encore plus pratique que d'aller parler de théorie. Donc, dans ce centre-là, ça sera vraiment un laboratoire d'exploration de toutes mes idées. Je mets ça en œuvre et je dis aux villageois, voici ce que les gens font dans d'autres pays, voici ce que les gens font dans d'autres régions du Burkina. Eh bien, je peux vous appuyer à le faire parce que moi-même, je le fais déjà avec le centre que j'ai créé. Excellent. Ouais, avec Monsieur Somé, on pourrait continuer cette conversation à l'infini. Hein. Il a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses inspirantes pour la jeunesse qui nous suit. Ça fait maintenant bientôt 2 heures que nous sommes en conversation. Il va falloir qu'on arrive à un terme. Mais ouais. S'il y a une chose que les gens doivent retenir, c'est que les barrières qu'on se fixe dans la tête là, ne sont que des mythes, comme il l'a dit. Tout est possible. On peut partir d'un petit village du Burkina Faso, comme Kiela, comme Ouri, comme Tougan, comme Kormangel. On peut partir d'un petit village pour arriver au sommet. Et M. Somé en est l'exemple aujourd'hui. Il est parti de Yela. Il a participé à des programmes du président Barack Obama. Il a participé à des programmes de Fulbright. Il est en train de changer sa communauté de façon positive à travers son engagement communautaire. Vous aussi, vous pouvez le faire. C'est ça l'objectif de notre conversation aujourd'hui. C'est pour vous dire que on n'a pas besoin d'attendre le financement. On n'a pas besoin d'attendre que des gens nous apportent une aide quelconque afin de résoudre les problèmes que nous rencontrons dans nos différentes communautés. Nous-mêmes, nous pouvons être des vecteurs de changement pour notre société, pour notre communauté. Ne nous laissons pas bloquer par les questions financières, comme il l'a si bien dit lors de cet entretien-là. Alors, Monsieur Somé, si tu as un mot de conclusion, quelques mots de sagesse pour ceux qui nous suivent, pour développer leurs compétences, leur profil, afin de bénéficier des opportunités dont toi-même tu as été bénéficiaire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pense que tu as parfaitement tout résumé. Hein. C'est que il y aura, c'est comme je l'ai dit dans mon livre, il y aura toujours des méchants dans le monde. Et il y aura toujours des contextes désavantageux. Il y aura toujours des situations inattendues qui vont nous arriver. Donc, si ça sert de justificatif pour ne rien faire, eh bien, éternellement, vous ne ferez rien. Parce que ces situations-là ne cesseront pas d'exister. Donc, c'est de comprendre que le contexte ne sera jamais le contexte favorable qu'on attend. Donc, je pense qu'il y a Youssoupha dans une de ses chansons qui dit que la foi, c'est agir en attendant. Voilà, donc, voilà, et peut-être le contexte pourrait être mieux et quand le contexte sera mieux, je vais peut-être devenir. Mais en attendant ce meilleur contexte-là, qu'est-ce que tu peux déjà commencer à faire en attendant? Il faut qu'on arrive à se départir des justificatifs liés au contexte difficile, corruption dans le pays, les gens sont méchants, il faut avoir des bras longs. Si tu n'as pas de bras longs, commence à faire ce que tes bras courts peuvent faire. Bien dit. Quand on n'a pas de bras longs, il faut commencer à faire ce que tes bras courts peuvent faire. Merci bien, Monsieur Somé. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Vous pouvez partager ce live, commenter, liker et aussi, comme je l'ai dit, chaque semaine, abonnez-vous à notre page YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et également sur X. Nous serons là chaque semaine pour échanger avec vous sur différents sujets. Nous allons avoir des gens inspirants pour partager leur expérience avec vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis jusque-là et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.